La France en flamme, en tout cas une bonne partie de la France, et ça risque de continuer. D'ailleurs, ça empêche Charles III de venir dîner avec Emmanuel Macron à Versailles, ce qui est quand même une nouvelle absolument catastrophique. Entre guillemets, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette réforme des retraites? On en parle avec Charles Gave, qu'on a toujours le plaisir de recevoir, qui est président de l'Institut des libertés, qui est économiste, qui est financier. Alors, Charles Gave, au nom de la réforme de retraite, oui, cette réforme qui a été vendue un peu, peut-être un peu n'importe comment ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors, elle a le 49.3, voilà, c'est adopté, mais au fond, il y a derrière cela une espèce de gigantesque malentendu sur ce qu'est le travail et ce qu'est la retraite. Mais je ne saurais être plus d'accord. Pour moi, on vient d'un côté des judéo-chrétiens, vous savez, Jérusalem, et de l'autre côté, on vient des Grecs et des Romains, Athènes. Allez, pour faire simple. Dans le monde romain et athénien, le travail, c'était la chose que faisaient les esclaves. Et le travail vient du mot, je ne sais plus quoi, tribularium. Oui, tripalium. Tripalium, je ne sais pas quoi, non, comme ça, ouais. Qui veut dire instrument de torture. Donc, pour le monde grec et athénien, le travail est quelque chose de pénible. C'est réservé aux gueux. C'est réservé aux gueux que d'ailleurs, en Athènes, on appelait les idiotes, qu'on a traduit ensuite par les idiots. Vous voyez, c'est un peu trissonné. Et puis de l'autre côté, vous avez le travail judéo-chrétien, les grands ordres monastiques, en commençant par Saint-Benoît, ont établi des règles où l'homme se réalisait et devenait lui-même se trouver par le travail. C'est-à-dire c'était un travail accomplissement, c'était pas un travail peine. Épanouissement, presque. Épanouissement, ouais. On s'épanouissait dans le travail. Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, vous, quand vous aurez 65 ans, ce qui ne saurait tarder, d'après ce que j'ai compris, il a 80 balais, vous prendrez votre retraite, mais avec tristesse, parce que vous aimez ce que vous faites. Moi, quand je me suis retrouvé à la retraite parce que j'avais vendu une société dont j'étais le chef et puis ça m'intéressait pas d'y rester, j'en ai recréé une autre. J'avais 55 balais, puis maintenant j'en ai quasiment 80 et je continue à bosser comme un âne. Oui, mais beaucoup ne sont pas dans cet état, Charles Gave. Non, mais il y en a des tas. Prenez un professeur Raoult, mettre un professeur Raoult à la retraite à 62 ans, c'est d'une imbécilité foudroyante, c'est le spécialiste mondial. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, mais il faut se donner un mal de chien pour que les gens qui ont eu des travails où ils sont péter les reins, où ils sont emmerdés toute leur vie, et une retraite... Les infirmières, les ouvreurs, et prennent la retraite le plus vite possible, parce qu'en effet, ils n'ont pas eu une vie agréable, mais pour les autres, qu'on leur foute bien la paix. Et donc, il faudrait dire aux gens, je ne sais pas, 10 ans avant leur retraite, est-ce que vous êtes dans la catégorie 1 ou la catégorie 2? Et donc, si vous êtes dans la catégorie 2, vous continuez à travailler, et vous continuez à verser des sommes importantes à la caisse de retraite, ce qui permettra de payer les autres. Donc, cette idée qu'il faut que tout le monde prenne sa retraite à 62 ans, ou qu'à 64 ans, c'est d'une imbécilité foudroyante. C'est-à-dire que moi, je suis stupéfait, par exemple, on a un capital immense en France, de gars qui ont pris leur retraite à 62 ans, des ingénieurs, des docteurs, tout ce que vous pouvez imaginer, et qu'on amortit à zéro d'un seul coup. Alors que, enfin, je sais pas, moi, dans les 20 dernières années, j'ai pas été inutile, quoi. Donc, je me dis, mais ils sont malades, quoi. Chaque vie est une affaire individuelle. Donc, chacun devrait être capable de dire, moi, maintenant, je commence à fatiguer. Donc, cette histoire de faire une retraite pareille pour tout le monde, c'est encore une fois un désir d'égalité forcené qui amène au désespoir. Mais qu'une fausse égalité. C'est une fausse égalité. Et puis en plus, moi, tous mes copains qui ont pris leur retraite à 62 ans après avoir eu des boulots importants, etc., 2 ans après, ils sont morts d'ennui. Mais ils s'ennuient, quoi. Ils crèvent d'ennui, sans parler de leur femme. Donc... Attention, on va vous traiter de sexiste. Non, je dis pas de sexiste. Vous savez ce que disent les dames anglaises, c'est qu'elles disent avoir un mari à la maison, c'est avoir plus de mari et moins d'argent. Alors c'est pas. Mais en fait, ce que vous dites, c'est ça, c'est que cette espèce de dire et ça a provoqué la flambée. 62, 64 ans, ça ne veut rien dire. Ça dépend de la vie que vous avez, du métier que vous avez. Chacun choisit. Et de la passion que vous avez pour le métier. Hier, j'étais avec un chauffeur de taxi. Il m'a dit, moi, je prendrai pas ma retraite parce que j'adore ce que je fais. Pourtant, c'est un métier difficile, chauffeur de taxi, mais il aime ça, laissez-le faire. Bien sûr. Vous savez pourquoi la retraite était à 60 ans dans le temps? Vous le savez sûrement. C'est Bismarck qui avait demandé à ses troupes... exact, oui, c'est vrai. Il avait demandé à ses troupes à quelle heure il faut faire des retraites. À quel âge meurent les ouvriers? On lui avait dit à 60 ans, mais il a dit on mettra la retraite à 60 ans. L'embêtant, c'est que maintenant, ils vivent jusqu'à 80. Eh ben oui, et plus. Et plus. Donc il y en a peut-être qui n'ont pas envie de prendre leur retraite. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire à quel point cette discussion a été sur tous les faux prémices.
Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'on fasse une discussion sur la façon dont une vie se transforme quand on arrive à la vieillesse, comment on peut aider les enfants. Par exemple, tous ces ingénieurs à la retraite, ils pourraient aller faire des cours dans les écoles pour sauver les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toute une série d'activités, même gratuites, qui pourraient les intéresser. Non, on les fout à la retraite et on leur dit démerdez-vous. Mais c'est horrible. Oui, c'est extraordinaire parce qu'il y a toute une énergie, un savoir, une transmission d'expérience qui pourrait se faire. Mais bien sûr. Mais oui, en même temps, celui qui a envie de quitter, il quitte, il prend sa retraite. Mais s'il veut prendre sa retraite, je sais pas, si j'étais éboueur, j'imagine que c'est pas drôle, donc je prendrais ma retraite le plus tôt possible. Bien sûr, et il faudrait leur laisser prendre la retraite le plus tôt possible. Bien sûr. En plus, il y a aussi ces régimes spéciaux, comme vous le savez, 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Et les régimes spéciaux, je vais pas vous remarquer, les politiciens, ils veulent toujours couler à la retraite à 60 ans, mais ils continuent à aller au Parlement ou au Sénat jusqu'à 90, quoi. Ils appliquent, c'est pas pour eux, quoi. C'est pas pour eux, oui. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Donc, enfin, tout ça, ça m'a paru un discours surréaliste, c'est-à-dire que c'est un discours comme si on était encore à l'époque de Zola, avec la bête infernale, fallait mettre du charbon dans la machine. Enfin, mais non, les gars, c'est plus ça le travail. Les 2 tiers du PIB, c'est des services. Donc, puis il y a peut-être des gens qui font des trucs, je sais pas, qui font des trucs qui les amusent, qui les intéressent, qui sont rigolos. Oui, ça, on ne tient pas compte. Mais c'est quoi ? C'est toujours cette vision énarchico-administrative. On fait un schéma, on enferme le schéma. C'est la vision marxiste que quiconque travaille fait la fortune de son patron. Vous savez, c'est la... Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire la fortune du patron, quoi. Mais d'abord, je suis un patron, donc je trouve ça c'est très con comme idée. Ça, c'est le point de vue patronat, mon cher Charles. Oui. Mais en plus, tous les mecs qui travaillent avec moi, la boîte qu'on a créée avec mon fils à Hong Kong, maintenant on a 70 employés, on a des clients dans 65 pays, etc. Eh bien, si vous voulez, on n'a pas eu une démission depuis 20 ans. Parce qu'on laisse les types être heureux, libres, ils font ce qu'ils veulent, ils s'intéressent, on leur dit... Vous les payez correctement, j'imagine. On les paye correctement, ils deviennent actionnaires de la société à l'arrivée. Donc, il n'y a rien de... Non, ce que vous dites, vous, c'est cette notion du travail qui, pour certains, évidemment, c'est l'exploitation. Et c'est vrai qu'il y a aussi de l'exploitation. Il ne faut pas non plus ignorer cela. Mais il y a une exploitation, oui, mais... si vous voulez, l'exploitation, par exemple, des travailleurs EDF, qui a dû être épouvantable, puis ils ont perdu 17 milliards d'euros. Vous préférez travailler dans une boîte qui perd 17 milliards d'euros et qui risque de sauter, plutôt que chez M. Arnaud, qui lui en gagne 17. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre un impôt spécial sur M. Arnaud. On devrait mettre un impôt spécial sur les imbéciles qui ont foutu EDF en l'air. C'est clair que, en tout cas, la question mérite d'être posée de toute façon. Alors justement, Charles Gave, je voudrais qu'on parle un peu on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le loisir d'en parler d'ici. Ce qui s'est passé avec ces banques, depuis la fameuse Silicon Valley Bank, etc., jusqu'à la Deutsche Bank, dont on parle beaucoup en ce moment, le Crédit Suisse et UBS, Crédit Suisse racheté par UBS, et aujourd'hui, et puis nous. Enfin, est-ce que c'est un jeu de domino ? Et surtout, on voudrait comprendre, voilà, la mécanique, c'est quoi ? Il se passe vraiment quelque chose. Alors, les gens évoquent 2008, les autres évoquent le grand crash des années 30. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, si j'évoquais quelque chose, j'évoquerais, en ce qui concerne des banques européennes, le refus par Philippe II d'Espagne, ça devait être en 1530 ou 1540, de payer sa dette aux banques italiennes. Vous remontez à 1540, vous. Oui, parce que je vais vous expliquer pour ça. Ouais. Pourquoi ? Parce que à quoi ça sert une banque ? Vous avez des petites fourmis qui sont là, qui sont bien gentilles, qui font de l'épargne, vous savez et qui déposent leur épargne dans la banque. Dans la banque, ils dépensent leur épargne dans la banque. Mais ils veulent pas perdre d'argent. Ils ont raison. Ils sont des rentiers. Ils en ont pas beaucoup, ils veulent le garder. Et de l'autre côté, vous avez des entrepreneurs qui sont tous des grands malades, qui sont prêts à tout perdre. Ouais. Et d'ailleurs, en général, 4 fois sur 5, ils perdent tout. Quoi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui mutualise le risque des petites fourmis vers les entrepreneurs. Ça a été les banquiers depuis le XIIe siècle en Italie, on a découvert le métier. C'est probablement les bouchers qui ont fait ça, si vous voulez, parce qu'il y avait des bouchers qui étaient arrivés, puis les gens venaient mettre leur argent, c'est le boucher, parce que d'abord il avait des couteaux, puis il avait des gars costauds, donc ils se disaient... Et puis les bouchers se sont rendus compte que finalement, prêter de l'argent, c'était mieux que de vendre de la viande. Quoi. C'était plus noble comme métier. Donc c'est comme ça que ça a commencé la banque. Moins polluant. Moins polluant. Donc vous avez ces gars-là. Donc qu'est-ce que doit faire la banque ? Elle doit intermédier les petites fourmis avec les entrepreneurs. Donc il faut qu'elle paye, mettons, 1% aux petites fourmis, et que les taux d'intérêt qu'elle va charger aux entrepreneurs couvrent le risque de faillite de certains entrepreneurs. Vous voyez, tous les gars il y en a qui vont sauter. Et qui ont investi dans les banques également. Qui ont investi, donc tout cela, il faut les couvrir. Puis il faut couvrir aussi le coût de fonctionnement, les bureaux, les employés, etc.
puis une rentabilité normale pour le capital qu'il a mis là-dedans. Donc le boulot de l'entrepreneur, de la banque, c'est grosso modo d'intermédiaire entre les fourmis et les cinglés d'entrepreneurs. Les fourmis, c'est nous. Les fourmis, c'est nous. Tout le monde est une fourmi. Il faut que vos auditeurs sachent que si vous laissez votre monnaie à la banque, vous avez fait un prêt à la banque. Hein, techniquement. Ah oui, c'est pas votre monnaie, vous dites. Non, vous l'avez prêté. Ah, oui. Si la banque fait faillite, vous retombez dans le pot des créditeurs communs, des débiteurs communs. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que mon argent est à la banque, voilà, je l'ai prêté à la banque. Vous l'avez prêté à la banque. Et elle me donne un taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt a changé, là. Mais le taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? C'est que pour sauver l'euro, M. Draghi a mis les taux d'intérêt à zéro. M. Draghi, je le rappelle. Le président de la Banque centrale avant Mme Lagarde, là. Européenne. Donc il a mis les taux d'intérêt à zéro parce que l'Italie ne pouvait pas payer les dettes. Sinon, il faisait faillite. Donc c'était la fin de l'euro. Donc il met les taux d'intérêt à zéro. Mais alors, comment les pauvres banquiers peuvent mutualiser? Ils donnent zéro à leurs déposants. À leurs fourmis. Enfin, oui, leurs déposants, oui. Oui, mais alors qu'est-ce qui va couvrir? Leurs frais de fonctionnement, les risques de faillite? Rien du tout. Il n'y a rien. Donc ils s'adressent aux entrepreneurs. Non, ils prêtent de l'argent entre les entrepreneurs, mais les entrepreneurs disent vous êtes gentils, mais moi, si les taux d'intérêt sont à zéro, je vais emprunter à 2, quoi. Mais à 2, ils ne couvrent pas leurs frais de fonctionnement, leurs risques et tout ça. Donc les banquiers sont obligés d'aller chercher de plus en plus de risques. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont se mettre à acheter des saloperies parce qu'elle leur donnera du 4 ou du 5. Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà, oui, d'accord. Et ils achètent des choses un peu pourries. Ils achètent des choses pourries parce qu'au moins ça leur paye, ils leur feraient complètement mal. D'accord. Puis à un moment, pendant 10 ans, on n'a pas eu d'inflation pour des raisons qu'on pourra expliquer un autre jour, pour des raisons tout à fait exceptionnelles. Puis l'inflation repète à la hausse, près de 8 ou 9% en Allemagne, par exemple. Et d'un seul coup, il faut monter les taux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que les banques avaient mis en actif, c'est le truc pourri. Si les taux passent de 0 à 5, vous pensez bien que ces trucs qui donnaient du 5 et qui étaient pourris vont passer de 100 à 40. À 40, ouais. Et à ce moment-là, l'autorité de contrôle va venir voir les banques et dire, dites donc, vous avez un truc qui vaut 40, là, vous avez fait 200 de prêts avec, c'est beaucoup trop. Vous voyez ce que je veux dire? Les réserves des banques ont été investies dans des trucs pourris. Mais est-ce que les banques ont en réserve ce qu'elles peuvent dépenser, ou jamais, ou pas? Elles l'ont parfois, mais si vous achetez une obligation à 10 ans française, que vous mettez en réserve pour acheter ça, quand les taux sont à 0, allez, ou à 1, si les taux remontent à 3 comme ils sont aujourd'hui, votre obligation elle va passer en capital de 100 à 80. À 80, oui, c'est ça. Donc vos fonds propres, et les autorités de contrôle viennent vous dire, les gars, ça va pas du tout, ça, vous avez plus de quoi porter le bilan que vous avez. Donc vous essayez de vendre le truc à 80, mais il vaut 80. Donc à ce moment-là, vous devez prendre une perte. Donc ce qui s'est passé là, alors à la Silicon Valley, alors Crédit Suisse, est-ce que c'est un peu le même schéma? C'est une crise de liquidité classique. Crise de liquidité. Classique, c'est-à-dire que ce que vous avez, c'est que vous avez le boulot d'une banque, c'est de transformer du court terme, les dépôts, en long terme. De temps en temps, ils se gourrent, tout le monde veut son pognon à court terme, ils peuvent pas vendre des trucs à long terme parce qu'ils se sont pétés la gueule, donc ça s'appelle une crise de liquidité. À ce et les gens enlèvent en panique. En panique, qu'est-ce qu'ils font? S'ils vont sur leur ordinateur, puisque maintenant tout le monde gère son compte par son ordinateur, il dit, à la place de me laisser mes dépôts à zéro au Crédit du Nord, ce que vous allez faire, c'est que vous donnez l'ordre de gars, vous m'achetez des bons du Trésor à 3 mois, français, qui me donnent du 4. D'accord. Et donc, le dépôt s'en va. Il s'en va. C'est pas comme si vous alliez faire en ligne devant le Crédit du Nord pour avoir votre fric. C'est que vous-même, vous le transférez avec l'ordinateur du crédit du débit de la banque à l'État. Et donc, à ce moment-là, la banque n'a plus de dépôt. Et elle est coincée des deux côtés. Elle ne peut pas vendre ses trucs, et elle a plus de dépôt pour payer ses frais. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est le truc classique, c'est comme ça que sont toutes les banques. Toujours dans l'histoire, enfin très souvent, ça saute dans l'histoire comme ça. C'est ce qu'on appelle une crise de liquidité, et c'est vieux comme les rues. Et ça, on sait faire, les banques centrales arrivent, mettent du fric, il n'y a pas de problème. Mais quand je reviens à Philippe II, qu'est-ce qui s'est passé à Philippe II? C'est que les banques, vous savez, d'un côté, elles prêtent de l'argent, et de l'autre, elles mettent leur capital dans des trucs sûrs. Pour au cas où il y aurait un pet. Au cas où il y aurait un problème, oui. Historiquement, vous mettez à peu près, si vous avez prêté 100, vous mettez à peu près 20 de capital, parce que vous savez que dans les récessions, il y en a quelques-uns qui vont sauter, et que les 20 de capital, ça vous suffit. Donc, ce qu'on appelle une couverture de 5 à 1, ça suffit. Vous êtes content. Mais ce qui s'est passé avec Philippe II,
c'est que Philippe... 1640, oui. C'était 1540 par là, oui. 1540, c'était après Charles Quint, après François Ier, ça devait être vers 1540. Ouais, 16e siècle. L'État le plus fort du monde à l'époque, c'était l'Espagne, avec les mines d'or et tout. Donc, ils avaient tous prêté de l'argent au roi d'Espagne. Et c'était venu en garantie du reste du bilan. C'était leur fonds propres qui étaient dans le... Puis le roi d'Espagne dit, vous savez quoi, je ne vais pas vous rembourser. Ben à ce moment-là, ça veut dire qu'ils n'ont plus de fonds propres. Ça s'appelle une crise de solvabilité. C'est-à-dire quand vos clients, les papiers que vous avez pour garantir votre capital ne valent plus rien. Et ben je me demande si c'est pas ce qu'on va avoir en Europe, parce qu'en Europe, les papiers... Oui, vous dites que c'est une crise de solvabilité en Europe. Solvabilité, c'est-à-dire parce que le type avec qui vous avez mis votre capital, autrefois c'était l'or, hein, on le mettait en or. Oui, absolument. Oui. Donc l'or, il était là, bon, c'était très bien. Mais maintenant, il n'y a plus d'or, donc vous l'avez mis en obligation de l'État français, italien, etc. Mais si les taux d'intérêt montent à 6 ou à 7, ce qui n'est pas impossible, ben, l'État français et l'État italien font faillite. Donc ils nous font le Philippe II. Enfin, ils sont too big to fail quand même, non? Je ne sais pas, si vous mettez les taux d'intérêt à 7, vous pouvez faire le petit calcul, toutes les recettes fiscales françaises vont au service de la dette. Il n'y a plus rien pour rien d'autre. Oui, la dette de 3 000 milliards, je rappelle. Ben oui, ça fera 210 milliards, ou je ne sais pas combien de frais, facilement. Frais, Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vois arriver, autant aux États-Unis, c'est une crise de liquidité. Il y a le dollar qui va... Voilà, ils vont imprimer des dollars, leur relancer l'inflation, mais tout ça, on sait faire, c'est pas très gênant. Mais là, une crise de solvabilité, quand c'est le côté fonds propres des banques qui d'un seul coup prend une gamelle, c'est plus du tout la même chose. Or, je sais que les Allemands sont très agacés d'avoir l'inflation à 8%. J'ai reçu un de mes amis qui s'appelle Marcus Kerber, que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure, qui est très sympa, qui est un Allemand professeur de droit, qui a déposé toutes les requêtes pour anticonstitutionnalité à la Cour de Karlsruhe. Et lui, il dit quoi? Il dit que c'est... Et il dit l'Allemagne n'acceptera pas 3 ans d'inflation à 8%. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut monter les taux à 6, 7, 8. Oui, mais nous, on ne peut pas. Oui, on n'a pas les... On peut pas. Est-ce que la Banque Centrale... En plus, la Banque Centrale Européenne ne peut pas imprimer des billets comme peut le faire la Fed. Ben, si, elle peut le faire pour la France. Mais à ce moment-là, l'inflation ne va pas baisser en Allemagne. Parce que c'est fongible. Hein. L'euro que vous avez en France, vous pouvez le mettre dans un compte en Allemagne, personne ne dira rien. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour la première fois depuis l'origine de l'euro, on commence à avoir une rupture entre ce que peuvent accepter les Allemands et ce que peuvent accepter la France et l'Italie. Donc il peut un vrai risque de découplage très fort, quoi. Très, très fort, parce que je pense pas qu'on puisse avoir vraiment les taux d'intérêt à 7 en France. L'État français est mort. L'État français est mort. Ben, si vous voulez, aujourd'hui, le service de la dette, c'est à peu près 80 milliards d'euros. Mais si les taux passent à 7, ça sera 210. Oui, c'est pas... Et on a déjà un déficit budgétaire de 170. Donc ça nous fera un déficit budgétaire de 400 ou 450. Mais alors, Charles Gave, est-ce que ça a à voir aussi, parce qu'on ne nommera personne, mais il y a des gens qui sont, par exemple, des entrepreneurs ou autres, qui ont 50 milliards de dettes, et on le sait dans les banques, on ne les touche pas, alors que moi, si je fais 1000 euros disons, je suis à 1000 euros en rouge, on me dira, Monsieur Berkoff, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un peu à voir ça. Si vous voulez, quand vous mettez les taux d'intérêt à 0, vous allez trouver des gens qui emprunteront à n'importe quel prix. Donc ils vont emprunter à 4 ou 5 et la banque sera contente de le trouver parce qu'au moins ça couvre ses frais. Donc je ne sais pas si le gars va rembourser. Mais son problème, c'est pas de rembourser, si le gars rembourse pas dans 10 ans. Le problème, c'est comment je vais faire ma fin de mois si j'ai pas des utilisations pour mon argent qui me couvrent mes frais. Bien sûr. Donc si vous voulez... Ce que je dis toujours à tous mes clients, c'est que dans une cuisine, il n'y a jamais un seul cafard. C'est-à-dire que quand vous voyez un cafard apparaître dans la cuisine... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc, je commence à voir apparaître un cafard ici, la banque en Californie, un cafard en Europe, avec la Suisse. Donc, je me dis, il doit y avoir un nid de cafard après 12 ans d'imbécilité, qui doit être d'une taille absolument colossale. Imbécilité Draghi, hein, vous reportez ça. Il a dit, je ferai n'importe quoi pour sauver l'euro. Eh bien, il a fait n'importe quoi. Il a foutu en l'air le système bancaire, tout ce que j'appelle l'épargne à long terme. Banque, assurance, fonds de pension. Et comment ça se fait que personne ne l'a, à l'époque, enfin parmi les politiques, personne ne l'a dénoncé, personne n'en a parlé, ou très peu en tout cas. Alors ça fait à peu près 10 ans que je dis à tous mes clients, vous n'avez aucune obligation en Europe, aucune financière en Europe, parce que ça se terminera dans un bain de sang.
Donc, et c'est peut-être pour ça que je suis mieux payé que les autres, c'est que je dis des... Mais alors, vous êtes pessimiste, là, quand même, Charles. Pas du tout. Ah, vous n'êtes pas pessimiste alors... Mais non, parce que si vous voulez, ce que me tue à dire aux gens, c'est que ça fait 30 ans qu'on nous balance des mensonges en mensonges, en mensonges, en mensonges, et qu'on va retourner vers une société de liberté. Quand tous ces trucs-là vont péter, tous les machins qu'on nous a mis sur le dos, qui nous empêchent de bouger, vont péter aussi. Pour essayer de me faire comprendre, ce que je dis aux gens, c'est quand le mur de Berlin est tombé, c'était pas une mauvaise nouvelle pour les mecs qui étaient du mauvais côté. Ils ont dégusté, mais ils sont redevenus libres. Absolument. Aujourd'hui, on est comme des malheureux, où on nous force dans une espèce d'esclavage grotesque. Évidemment, on est tous malheureux. On ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Liberté chérie. Et oui. Effectivement, que de crimes on a commis, non pas en son nom, mais au nom de la réduction de cela. Merci Charles Gave, merci de ces éclaircissements.